Bonjour à toutes et tous, Jamie Oldash. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle émission. On va discuter un petit peu des sujets d'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Carlos Martins Bilango. Salut Carlos, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va, t'as fait bonne route jusqu'à Strasbourg? Très bonne route et merci pour l'accueil. Ouais, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Du coup, toi, t'as sorti un nouveau livre, ça s'appelle Noir français, des quartiers à l'Assemblée. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est un livre qui est sorti au mois de mai dernier, qui reprend en fait, il est un peu autobiographique et qui reprend aussi mon cheminement de ma naissance, mon enfance, Ok, dans mon quartier, dans ma ville, après dans mon département, jusqu'à arriver à l'Assemblée nationale. ok, Et donc tout ce qui prend l'histoire de la vie, ça veut dire la stratégie de survie dans un quartier, ma vie à l'école, ma vie familiale, etc. Et aussi mon engagement politique et associatif. ok. Et du coup, toi, t'as commencé par un engagement associatif, c'est ça? Exactement. Comme je suis un enfant des quartiers populaires, dans les Ouais, quartiers populaires, il y a beaucoup de solidarité entre nous. Et moi, j'ai beaucoup bénéficié auprès des grands du quartier, des sorties scolaires, des activités qui étaient faites directement entre nous, au sein du quartier. Donc ça donne directement l'élan de le faire. Dès lors où tu atteins la majorité, bah, tu te dis qu'il y a des jeunes derrière qui ont 15, qui ont 14 ans et qui n'ont pas la chance de bénéficier à ce que tu as pu bénéficier. Moi, après, j'ai eu un peu de chance comme j'ai été faire un BTS sur Paris. ouais. J'ai vu un décalage entre ce que d'autres personnes avaient dans leur ville et ce que nous, on n'avait pas dans ma ville, dans mon quartier. Donc ça m'a donné encore plus d'engouement et d'envie de faire bouger les choses. Et comme il y a toujours un lien entre le monde associatif et le monde politique, ben, directement, ça m'a fait emboîter le Ok, pas, ouais. quoi. Et du coup, tu t'es engagé quand à la France Insoumise? Je suis engagé après les élections municipales de 2020. 2020. 2020. Et les élections. Et du coup, c'est en 2022 où tu as été élu député du Val d'Oise, c'est ça? C'est ça. C'est ça. À chaque fois, moi, quand j'avais 24 ans, 23 ans, j'étais candidat aux élections municipales de ma ville en Ouais. 2014. C'est une liste citoyenne, c'était divers gauche. Il y avait le maire sortant qui était socialiste. Et il y avait des élus, maires adjoints, etc., qui s'étaient un peu frités avec le maire. Donc ils avaient fait une liste, ils avaient fait appel à toutes les forces vives du quartier en disant ah, bah, on monte une liste, etc. On ne s'est pas mis d'accord avec le maire. On va faire une liste divers gauche, dissidente du PS. Moi j'avais dit pourquoi pas. C'était mon premier engagement. Et en 2020, pareil, une liste, un adjoint qui était avec la mairie socialiste, et ensuite il s'est brouillé avec le maire, etc. Et après tout ce projet, moi j'ai dit bon, je suis dans mon associatif, pourquoi pas, je repars encore pour combattre, essayer d'arranger les choses. J'étais suivant de liste. Et après, à ce moment-là, je me suis dit bon, à chaque fois aux élections présidentielles, je vote Jean-Luc Mélenchon, mais au municipal, c'est des listes citoyennes. Vaut mieux que je structure mon engagement au sein d'un mouvement, et au moins les choses vont être plus claires et plus simples. Ok, ouais. Et c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon qui t'a donné vraiment de. Enfin, envie d'aller vers la France Insoumise, c'est ça? Oui, Jean-Luc Mélenchon. Après, j'avais eu aussi ouais, Jean-Luc Mélenchon surtout. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui parlait fort et qui parlait clair. Ouais, c'est Et vrai. c'était super intéressant en fait de voir quelqu'un depuis. Déjà, en 2012, j'avais déjà détecté. Je me suis dit, waouh, c'est qui ce mec qui parle C'est vrai qu'en fort, meeting, il parle est vraiment clair. fort, hein. On l'a vu à l'UMA la dernière fois, Euh, là. Il a mis l'ambiance, hein. ouais. Et en 2012, déjà, il avait déjà cette conviction-là. On était beaucoup, nous, sur le vote utile. On était après Sarkozy, nous, en banlieue, on était comme ça. Nous, en 2007, dans ma ville, on avait connu la mort de deux jeunes Ouais, qui se sont fait renverser par des policiers. ok. Ils étaient en petite PV. Et le quinquennat de Sarkozy? Sarkozy, il a fait mal, en fait, dans les quartiers populaires. Parce que c'était répression, c'était des phrases super stigmatisantes. Nous, l'après-émeute, c'était incroyable. Donc en 2012, nous, on était en mode, on voulait tout sauf Sarkozy. On était prêts, on voulait, tu vois, on était en mode Hollande. Et même, j'avais Jean-Luc, je dis, putain, il est super bon. Mais on avait tellement peur que Sarkozy passe que tout le monde s'est dit, allez, on vote socialiste, on passe à autre chose et basta. Ouais, c'est Et, vrai. et après 2017, Jean-Luc aussi avait une très belle campagne. Tu avais les médias, à chaque fois même Benoît Hamon qui demandait à Jean-Luc Mélenchon de se retirer, etc. pour dire oui, le vote utile, c'est Benoît Hamon, etc. À la fin, au moment du dépouillement, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon était largement devant Benoît Hamon. Donc voilà, ça envoyait déjà un signal et ça a été crescendo. Et quand on voit même tous les sujets qu'il a élaborés, ses avancées, même ce qu'il a fait sur Marseille, etc., même son affrontement aussi avec le RN, Ouais. de vouloir partir toujours à la confrontation, C'est vrai qu'à l'époque, je crois que c'était en et là, 2012, il était bon, allé à Hénin Beaumont contre ouais, Le Pen. c'est super intéressant d'avoir un acteur politique comme ça, d'envergure. Et moi, je me suis dit, c'est là où je vais aller. Ouais. Et puis même, là, tu parlais du sujet des violences policières. Moi, je trouve aussi que c'est un sujet que la France Insoumise s'est investi dedans, surtout depuis 2017. Et puis on le voit, hein, la France Insoumise, je crois qu'elle est visée
qu'elle a été pas mal visée par des syndicats policiers, notamment par Alliance. Je crois qu'ils avaient manifesté devant le local de la France Insoumise. Ben, ça, pour moi, c'est des syndicats qui ont fait récession. Ils sont plus dans le champ républicain. Quand tu vois un syndicat qui dit les nuisibles, etc., un tract, juste Pour toi, après ils ce ont qui le s'est passé, vocabulaire de l'extrême droite. ben, largement. Ben, ils sont pieds et mains liés avec l'extrême droite. De toute manière, à leur manifestation, on avait vu qui y allait. Marion Maréchal, Zemmour, etc., Jean Messia. Et puis même dans les revendications, c'est vrai que à partir du moment où tu dis que le problème de la police c'est la justice, c'est qu'à un moment donné tu crois plus en l'état de droit. Et quand tu commences à essayer d'intimider des responsables politiques juste parce qu'ils dénoncent les violences de la police et les crimes policiers, je te Non, rejoins mais totalement là. tu reprends juste leur communiqué, Ouais, il est abject. Il est horrible en fait. Tu parles d'une partie des Français, tu dis oui, on va réussir à mettre fin à ces nuisibles. Tu parles de qui? On n'a jamais vu ça. non mais c'est vrai qu'ils s'inscrivent On totalement n'a jamais vu ce dans. traitement Ouais, envers une population. ouais, En fait, vous parlez de qui en fait? Parce que les révoltes urbaines, elles ont été sur tout le territoire. Moi, j'ai vu que même dans la Creuse, dans des villes, à Montargis, etc., il y a eu des événements. Et en plus, à chaque fois, on parle pas du vrai sujet. Le truc, c'est qu'un jeune s'est fait tirer dessus à moins d'un mètre. Un jeune de 15 ans. C'est ça le vrai sujet. c'est ça. Et eux, ils transforment ça en début de guerre civile, alors que le sujet c'est quoi? C'est un jeune qui s'est fait tuer par la police. Et ils Et apportent aucune réponse. c'est ça, c'est ça. Et même moi, je fais un flashback, je ne vais pas trop loin parce que je n'étais pas né, mais je m'arrête juste à 2005. Ouais, Après ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois, ouais, avec Ziad et Bouna. Sarkozy, il fait quand même un discours. Bah, pas Sarkozy, excuse-moi, c'est Jacques Chirac qui fait un discours plus ou moins républicain, où il essaie d'apporter des réponses. Il dit qu'on ne doit pas être divisé, on ne doit pas céder à l'extrême droite, etc. En 2007, les deux familles de ma commune sont reçues par Sarkozy à l'Élysée. Moi, des fois, je parle avec ces familles-là, ils me disent: ah oui, on a été reçus, c'est très grave ce qui s'est passé, etc. Au niveau de la justice, l'enquête a été très compliquée à mettre en place, sur la reconstitution, etc. On a été reçus par le président, on a discuté, etc., etc. Là, après l'épisode Naël, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu d'autres morts, il y a eu Eddy, C'est ça aussi, il n'y a eu aucune réponse. Aucune réponse politique. c'est ça. Et là, c'est incroyable d'arriver à ce niveau-là. Mais moi, je pense vraiment que le gouvernement aujourd'hui, il fait rien pour une seule raison simple. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, il est mis en difficulté de partout. Et il tient seulement grâce à la police. On l'a vu pendant le mouvement contre la réforme des retraites. Si aujourd'hui, la police, ils leur donnent pas ce qu'ils veulent, ils tiennent pas. C'est ça. Mais juste après l'épisode Naël, Alliance a fait un communiqué comme quoi ils sont partis à Beauvau, ils ont bien été entendus par le ministre de l'Intérieur. Basta. Toi, t'es à l'Assemblée nationale depuis maintenant, ça fait quoi maintenant, un an, c'est ça? Un an et quelques mois. Ouais. Un an et demi. Et toi, ta première intervention, justement, c'était sur l'Océan Viking, c'est ça? Ma première question au gouvernement. Première question au J'étais gouvernement? déjà intervenu sur différents sujets, sur des Ok. amendements. Ma première question au gouvernement, c'est le moment central où tu as un mardi où tu as toute l'Assemblée qui est quasiment présente. Parce que Ouais. les QAG, c'est le moment où on interroge les membres du gouvernement. Donc j'étais intervenu, ouais, exactement. Et du coup, ce jour-là, c'était quoi? C'était Grégoire de Fournas, député du RN, qui, pendant ton intervention, avait crié Retour en Afrique, c'est C'est ça? ça, Il t'avait invectivé. c'est ça. Et c'était quoi la réaction des gens autour à ce moment-là? Non, les gens ont été choqués déjà, Ouais, extrêmement choqués. Moi, il faut savoir qu'avant de faire cette question au gouvernement, ça faisait 10 jours que je discutais avec SOS Méditerranée ok, par mail interposé, tu vois, par rapport au plaidoyer. Ils m'expliquaient la situation. Ils ont secouru autant de personnes. Actuellement, ils sont fait refuser d'aller à Malte. Parce qu'il faut savoir que le droit de la mer dit que dès que des personnes sont secourues en mer, ils doivent être acheminés directement à bon port, le plus proche. ok, Ce que dit le droit. Et les personnes avaient été secourues. Et au final, Malte avait refusé. Ils avaient appelé les gardes-côtes italiens. L'Italie avait refusé. Donc au final, le bateau est tourné en rond. Ils faisaient des mails à tous les députés. Ils faisaient des mails des plaidoyers. On leur a répondu pour avoir la situation. Ils nous disaient voilà, il y a tant de personnes, tant de femmes, tant d'enfants, tant d'hommes. Il y a une épidémie sur le bateau. Il y a des gens qui viennent de tel pays, tel pays, tel pays. C'est très compliqué. Et au final, il faut absolument qu'on puisse arriver quelque part, sinon il va y avoir un mort. Quand vous avez quelqu'un qui a un blessé, un cas d'urgence, un hélicoptère peut venir récupérer une personne, un bateau. ok. Mais au final, il n'y a pas de réponse pour tout le monde. Donc on ne va pas attendre d'avoir un cas critique pour 300 personnes, pour qu'ils puissent aller sur un hélicoptère ou pour qu'ils puissent au moins arriver à bon port. Donc moi, je me suis dit, faut que cette question, c'est super important. C'est une question de vie ou de mort. Donc j'avais aussi toute l'émotion que j'avais emmagasinée sur les mails que vous recevez. Parce que quand vous avez des mails détaillés avec des situations, vous les lisez, ensuite on s'imprègne de ça. Vous avez ça et
Je pense que l'ensemble des personnes qui étaient à l'Assemblée nationale étaient aussi, déjà du côté de la gauche, étaient aussi Choqué? choqués de la situation. Parce que j'évoquais, j'étais arrivé au moment où je parlais des conditions météo, qu'elles se détérioraient sur la mer Méditerranée. Et ce député, de toute façon, depuis le début de l'intervention, dès qu'ils ont vu que je parlais des migrants, l'ensemble des députés du RN étaient en train de ricaner. C'est comme s'ils étaient au bistrot et pour eux, voilà, on s'en fout de ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils nous racontent, voilà. Et toi, tu l'as vécu comment ça, justement, qu'on te dise ça au milieu de l'Assemblée? Tu te dis, en fait, on est en 2023, on est en France, on est encore à ce niveau-là. C'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est en fait un noir qui va parler de l'accueil des migrants qui sont sur un bateau. On lui dit, vas-y, bah, retourne avec tes copains, quoi. Et tu te dis pas que même, tu vois, tu as vécu le racisme depuis tout jeune, et tu te dis pas que même aujourd'hui, alors que tu es député, on te ramène constamment à ta condition de personne noire. Ah, mais ça, c'est certain. Malheureusement, il y a une partie des personnes qui vont toujours être comme ça. Donc, Tu peux rien y faire. Mais en fait, c'est le fait d'être là qui va les mettre en difficulté. c'est ça, c'est ça. Si on leur laisse le terrain, ils vont exprimer leurs idées, alors que si on l'occupe, au moins on peut les combattre. Quand tu occupes le terrain, quand tu es présent, c'est là que tu les rends fous. C'est ça. Mais on le voit, on le voit. Par exemple, la dernière fois, il y avait Raphaël qui était parti à l'Assemblée, et ça était là pour une enquête sur le terrorisme d'extrême droite. Ouais, c'est avec. Et on le voyait, ils n'étaient pas à l'aise. Les députés du RN, ils n'étaient pas à l'aise. De toute manière, ils savent pourquoi. Ils savent que lorsqu'on vient sur leur terrain, alors que d'habitude, tu vois, les antifascistes, ils vont pas jusqu'à l'Assemblée. Ils vont pas jusque dans les médias type TPMP pour aller les chercher. Ils sont à l'aise. Mais quand il y a une opposition, là on le voit direct dans leur regard que c'est plus pareil. Et justement, moi je suis d'accord avec toi. Partout où ils sont, il faut aller les chercher. Dans les médias, dans la rue et également à l'Assemblée. Et heureusement que tu le fais. Il ne faut plus les laisser tranquilles. Et même à la base, ils n'étaient pas rassemblés. Il faut savoir qu'en 2017, ils étaient 7, 8. Ouais. Ils sont 88. Ouais. C'est énorme. Mais ça, c'est notamment à cause des macronistes. Bah, ils ont, Ils pas ont fait voulu, barrage, etc. Ils préfèrent justement une opposition de pacotille, une opposition de façade, qu'avoir un bloc de la NUPES face à eux. Parce qu'au final, on l'a vu à l'Assemblée nationale, le RN, qu'est-ce que c'est? Ben, les types, le SMIC à 1500, ils sont contre. Rétablir l'ISF, ils sont contre. Ils ont Sur les voté questions contre. sociales, Ils ont voté contre. c'est ça, Ils sur les ont questions voté contre. sociales, alors que ils font semblant depuis plus de 10 ans, ils font semblant d'être le parti du peuple, etc. À l'Assemblée, ils votent comme les macronistes. Non, c'est le parti allié à Macron. Et en fait, eux, ils avaient un schéma. Dès qu'ils ont vu qu'ils ont fait que 156 députés Renaissance, pas la majorité, soit chaque mention de censure, ils peuvent sauter, soit il faut qu'on fasse une politique économique et quel parti peut nous laisser gouverner tranquillement et avoir notre projet économique tranquillement et avoir un projet aussi qui est climaticide. Ben, ils ont trouvé, hein, la pierre angulaire, c'était d'être avec le RN. Ouais, c'est ça. Si Macron voulait une politique écologique, sociale, antiraciste et réellement démocratique, ben, il aurait pu dire ben, je vais m'appuyer vas-y, sur les socialistes, ils sont 22. Au moins j'aurai ces voix-là. Ou sur les écologistes. Ou je vais essayer de diviser la NUPES pour avoir une partie des électeurs, des députés de gauche, sur quelques projets, pour avoir gagné des votes. Tu vois. Comme tu as eu sur le projet, on avait le projet de loi Industrie verte, où ils ont eu quelques voix ou l'abstention des socialistes. On a voté contre. Mais en fait, c'est pas leur schéma. Leur schéma, c'est directement avec le RN et basta. Mais tu analyses ça comment? Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, Ouais, c'est quand même quelque chose qui date de Macron. Non, mais Avant, tu avais quand même une partie de la bourgeoisie, c'est cette droite bourgeoise, aujourd'hui, qui mettait quand même, qui essaie quand même de mettre une distance, et là, il l'assume. il n'y a plus de distance. Il l'assume. Parce que là, eux, c'est des libéraux. Ils ont une vision uniquement capitaliste. Et sur le volet social, ils n'y sont pas. Moi, quand je parle de banlieue et de respecter les gens, de discuter avec les gens, quand il y a des cas de figure extrêmes avec des décès, c'est parce qu'il faut une réponse sociale. Moi, je dis clairement, demain, s'il n'y a pas de réponse sociale par rapport à la situation dans les quartiers populaires, les gens sont en très grosse difficulté, ça va être une cocotte minute. C'est une bombe à retardement. Et à chaque fois qu'il y aura un cas précis, les gens vont exploser. C'est vrai, Macron, il parle à chaque fois d'ordre, mais au final, en ne faisant rien, en aggravant la situation, Il y a- les choses, elles sont condamnées à se Il n'y reproduire. a aucune politique en cohérence avec les gens qui souffrent dans les Mm. quartiers. Dans les quartiers, vous avez tous les mots qui s'accumulent. Vous n'avez pas de prof. Moi, dans ma circonscription, aujourd'hui, il n'y a pas de prof à Villers-le-Bel. Le directeur académique vient nous dire que on a des contractuels. Avant, quand il y avait des profs qui étaient directement titulaires, on les affectait dans l'établissement. Aujourd'hui, quand vous prenez des contractuels, ils peuvent vous dire ah non, je ne vais pas là-bas. Ça ne m'intéresse pas. C'est trop loin. C'est mal desservi.
On a des problèmes de transport. Donc on n'a pas de prof, pas d'AESH. Dernièrement, nous, des parents ont eu l'information qu'ils devaient garder leurs enfants le jeudi et le vendredi, parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Pour trouver un emploi, parfois, juste l'adresse Villebel, on ne vous recrute pas. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On a tous les mots du monde. On fait une polémique. On On a fait une tout- polémique sur la baya. On a tous C'est les ça. mots du monde. Et du coup, on vit entre nous. On essaie, nous, d'avoir une économie même informelle entre nous. On est là, on se dépanne sur plein de choses. On est super solidaires dans les quartiers. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et on arrive à survivre. Parce qu'on ne quémande rien, on se bat, on fait tout ce qu'on peut faire pour réussir. Mais quand le politique ne répond pas, c'est pas viable sur la durée. Et il faut Exactement. absolument qu'il y ait des personnes qui puissent émerger, des profils comme le mien ou encore d'autres. Il y a encore d'autres personnes des quartiers populaires qui sont super bons. Et même quand je dis quartiers populaires, c'est des villes populaires. Et aujourd'hui, avec l'inflation, on voit que même le français moyen n'arrive plus à boucler ses fins de mois. Et tout le monde commence à voir qu'est-ce que c'est les difficultés. Nous, louper des repas, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Nous, quand tu vois les enfants qui arrivent à l'école et qui n'ont pas mangé, c'est depuis un long moment. C'est pas nouveau. Et aujourd'hui, on voit que ce sujet-là, il monte en épingle partout à la télé. On parle des étudiants qui ne mangent pas, etc., à la faculté, etc., en faculté. Mais chez nous, c'était déjà présent. Et maintenant, il faut une convergence avec tout ça et renverser le pouvoir. Parce qu'eux, vraiment, ils réfléchissent avec des dogmes économiques qui sont imposés par l'Europe. Et eux, leur projet de société capitaliste, qui fait fi de tout, qui part tout d'un revers de main. Tout d'un revers de main. Et c'était le meilleur allié, le RN, pour que tout passe. Et même le RN, on le voit quand ils sont dans des municipalités, c'est beaucoup de coupes budgétaires, etc. On l'a vu notamment en Lorraine, même des associations comme le Secours Populaire, ils leur ont coupé tout le budget. T'as tous C'est- les éléments. J'ai rien à rajouter. C'est ça. Tu dis tout. On a l'exemple même pour la rentrée scolaire. Nous, le peu de maires de gauche, très à gauche, en gauche de rupture, dans leur commune, ils ont toujours essayé de faire Du social, la, de ren- l'aide, la etc. rentrée avec les fournitures scolaires C'est fournies ça. directement. On voit le maire de Stein, le maire de Trappes, qui l'ont mis en place, dans d'autres communes encore une fois. Mais on verra rarement une commune du RN mettre ça en place. Tu verras pas ça à Béziers, avec Robert Ménard, tu verras pas ça avec Alliot. Voilà. C'est ça la réalité. Mais je ne sais pas pourquoi les gens cherchent parfois par le vote RN un vote d'opposition, un vote de colère. Mais en fait, c'est des gens aussi qui ont un peu, malgré cette opposition à Macron, des personnes qui ne sont pas apolitiques ou gilets jaunes, ce que vous voulez, mais quand ils vont voter RN, c'est parce qu'un petit peu, ils ont aussi cette référence de dire c'est la faute des autres. Mais c'était pareil dans les années 30. On cherche toujours le coupable chez celui qui ne nous ressemble pas. On va dire c'est la faute du noir, c'est la faute de l'arabe, c'est la faute des autres. Mais non, en fait. Et l'extrême droite, ils ont pas mal développé quelque chose. L'extrême droite, depuis toujours, ils essayent de diviser les classes populaires justement pour justement maintenir leurs intérêts, maintenir leur clique au pouvoir, etc. Et à l'époque, la CGT, on parle, quand on entend Zemmour, etc., il essaie de reprendre le vocabulaire marxiste en parlant d'armée de réserve du capital, etc. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 30, quand on avait des ligues d'extrême droite qui pointaient du doigt les travailleurs étrangers, qu'ils soient italiens, portugais, etc., on avait la CGT, contrairement à eux, qui faisaient des tracts en différentes langues, en italien, en arabe, etc. Parce que eux, ils avaient trouvé la solution. Ils savent que lorsque on donne les mêmes droits à tout le monde, et ben c'est comme ça qu'on s'en sort et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir de nouveaux droits en étant unis face au patronat. Et justement, l'extrême droite depuis toujours, c'est ce qu'il cherche. C'est dire, lui, il te prend ça, alors qu'en réalité, si on était unis, on arriverait justement à prendre beaucoup plus justement à toute cette classe de possédants. Exactement. C'est ce qu'ils vont. C'est un schéma de pensée, c'est une façon de faire. C'est diviser pour mieux régner. Ouais, depuis Parce qu'au toujours. final, tu utilises la société capitaliste. Aujourd'hui, ils sont là avec la Startup Nation. Ils vont vouloir avoir des travailleurs sans papier. Ça les intéresse vachement. Parce qu'au final, ils ne sont pas régularisés, Ouais, ils ont accès à rien et les salaires sont faibles. c'est ça. Et en parlant de ça, tu sais, Les Grégoire de intérêts, c'est pour Fournas. qui? Grégoire de Fournas. Je sais, Moi, c'est vignoble. je suis tombé sur un article là, la dernière fois. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans? C'est que lui, il a un domaine viticole Exactement, en en Gironde. Dordogne, c'est ça? En Dordogne ou en Gironde, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et lui, raciste qu'il est, qui dit il insulte les gens à l'Assemblée, etc. Il est contre l'immigration, etc. Mais il exploite dans son exploitation des travailleurs roumains et portugais qui payent 5 euros de l'heure. Mais Et ce mec-là, il vient ça, parler de social, c'est il vient l'esclavage de moderne. il vient de te parler de préférence nationale, alors que le type, il se bat constamment pour que les gens n'aient pas les mêmes droits, pour pouvoir mieux les exploiter derrière. Exactement. Et ces racistes-là, c'est des gros hypocrites. Ça, c'est l'esclavage moderne. En fait, pour eux, c'est une volonté d'avoir des personnes sans papier
qui vont payer à moindre coût et qui vont rien demander au final parce que comme ils sont en situation irrégulière, bah, ces personnes-là, elles ont peur, elles se contentent du minimum et elles se taisent. Ouais. Mais c'est limite, c'est l'esclavage moderne. Hein. Parce qu'ils vont savoir que ce mécanisme, il est en place et ces personnes vont fuir leur pays parce qu'ils sont en difficulté. Et quand vous posez des questions à ces personnes-là pour savoir pourquoi elles quittent le pays, ben, vous allez vous apercevoir qu'il y a des entreprises françaises ou internationales qui sont dans leur pays, qui vont capter l'ensemble des richesses, voilà, des matières premières. En France, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de coltan, il n'y a pas d'or dans le sol, il n'y a pas tout ça. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont? Ben, il y a des entreprises qui sont internationales, qui sont dans ces pays-là, qui vont tout exploiter sans créer d'industrie sur place. Donc, ils vont prendre toutes les matières premières et transformer ensuite dans les pays du Nord. Ben, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font de ces villes-là, de ces pays? Ben, ils suivent leur richesse en fait. Tu pilles mon pays, on voit que ma richesse elle va vers les pays du Nord, ben, nous on se déplace, on va vers les pays du Nord. Et dès qu'ils arrivent, ben, le capitaliste il sait que les gens vont se déplacer, ils vont venir, on les met dans des métiers où on ne veut pas que les salaires soient augmentés au maximum. On veut que ça garde des salaires bas, qu'ils restent précaires, au final, ça crée un cercle vicieux. C'est comme au même moment, quand on a aboli l'esclavage, on a dit, bon, la France est un pays de lumière, etc., pour abolir l'esclavage, en donnant plein de terres aux esclavagistes. On a dit, bon, on vous dépanne, on va vous dédommager, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous gardez les terres, vous les faites travailler à un prix super faible, et en fait, c'est limite de l'esclavage. Mais en fait, ils ne vont pas s'en rendre compte. Ils ont un petit salaire, donc ils vont dire merci, ils vont être contents, et derrière, vous continuez à faire du bénéfice sur eux. C'est comme l'esclavage. Mais c'est vrai que c'est les mêmes qui exploitent par exemple l'Afrique. Je pense notamment à Bolloré. Le type, il contrôle de nombreux ports en Afrique. L'ensemble des grands groupes là, c'est ça. Français. Il contrôle de nombreux. Quand tu refais l'arbre généalogique, je tombe là-dessus, l'arbre généalogique de ces grandes fortunes françaises, ben, on s'aperçoit qu'au final, la fortune qu'ils ont eue au départ, c'est parce que leurs arrière-grands-parents étaient esclavagistes dans les terres en Afrique. Donc ils ont accumulé beaucoup d'argent. Ils avaient déjà une bonne base pour commencer à démarrer. C'est ça. C'est ça le vrai sujet. Ouais. Leur fortune, elle vient de là. Ouais, et aujourd'hui, ça continue. T'as Bolloré qui, justement, il exploite l'Afrique, il exploite les ports, il exploite les matières premières. Et aujourd'hui, en France, il finance l'extrême droite. Enfin, il fait ça, il fait la campagne de Zemmour, etc. Pour développer le racisme, pour maintenir ces divisions-là et empêcher aussi nos idées d'avancer. Ça, on le voit tous les jours. Et c'est pour ça que les syndicats, ils montent au créneau parce que vous divisez la classe ouvrière. Ouais. Ces personnes-là, si ils sont régularisés, ces travailleurs sans papier, ils vont accéder à leurs droits directement. Moi, je vous le dis, le malien qui est sans papier, donnez-lui ses papiers, vous allez voir. Il le sait. Directement, il va syndiquer, il va être bon. Il va être syndiqué, il va commencer à travailler tout de suite et à demander ses droits. Exactement. Parce que c'est normal. Mais ça, ils n'en veulent pas. Ouais. Et pour eux, c'est ce qui est dangereux, en fait. Quand les gens s'organisent, les gens votent, etc. Mais aujourd'hui, pour vous rendre compte qu'au vu des années, il y a une régression. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jem. À l'époque de Hollande, on parlait même du vote des sans-papiers au municipal. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Là, c'était vraiment un débat où... C'était le sujet. Limite, voilà, même à droite... Même encore en 2015, je crois. Même à droite, les gens disaient, bon, ouais, c'est vrai, ils méritent quand même parce qu'ils payent des impôts, ils sont là, sur le territoire, ils travaillent et tout. Ils produisent, ils travaillent, ils vivent ici. On est arrivé à un système où... On ne parle même pas de ça, c'est fini, ça. Aux oubliettes, le vote des étrangers aux élections locales. Maintenant, le sujet sur C8, etc., c'est quoi? C'est le grand remplacement, guerre civile, etc. C'est 1 an, vous allez être régularisé pendant 1 an sur les métiers en tension. On est passé de... les sans-papiers pourront voter aux élections locales à régulariser pour 1 an sur les métiers en tension. Ouais. Et là, c'est une régression. Mais normalement, en 2023, on doit être progressiste. Et là, on régresse en fait. Et ça, c'est le cheminement de Macron. Mais justement, la France Insoumise, je trouve qu'elle a pris beaucoup de place, notamment parce qu'elle s'assume. Elle assume d'où elle vient, elle assume le fait qu'elle est de gauche. Et que là où il y a des organisations politiques qui ont beaucoup renoncé à nos idées, à nos convictions, etc., et ça se ressent. On ressent que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il représente quelque chose. Il représente un vote de colère, il représente un vote antiraciste. Moi, je pense que c'est principalement dans les quartiers populaires, c'est surtout ça. C'était un vote de dignité. C'était, vous nous mettez tous les jours des Zemmour à la télé, des Marine Le Pen, vous nous parlez d'Abaya, vous êtes contre le vote des travailleurs étrangers, etc. Le vote Mélenchon, c'est vraiment le vote antiraciste aujourd'hui. Et encore sur le sujet de l'extrême droite, du coup, après cette insulte raciste que tu as subie à l'Assemblée nationale, ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que, quelque part, le Rassemblement national, en t'attaquant comme ça à l'Assemblée, ils ont mis aussi une cible sur toi. J'ai vu qu'à Bordeaux, lors d'une conférence avec Louis Boyard,
ta conférence, elle avait été attaquée par une milice d'extrême droite, c'est bien ça? C'est ça. En fait, moi, juste après cette insulte, je me suis dit, bon, je vais faire un. Il y avait, nous, on lançait une campagne sur le pouvoir d'achat. Ouais, Je profitais de ça, je vais faire un tour de France, je vais dans différents pays, dans différentes villes de France, pour faire des meetings. Donc, et directement, je savais que ça allait rendre fou les fachos, ça allait les exciter. Parce qu'ils ont comme s'ils avaient ouvert une boîte de Pandore. Et maintenant, dès que je faisais une date, j'avais inscription des tags racistes devant les salles de conférence. J'avais eu le cas à Toulouse, j'avais eu le cas à Roubaix, où j'avais écrit retourne en Afrique, etc. Pas de meeting de bilingo ici, etc. etc. Et en fait, c'est super intéressant d'aller se confronter et d'aller sur le terrain et leur dire qu'en fait, on est chez nous partout. Parce que moi, à chaque fois, je pense à des personnes de la diversité qui sont en minorité dans ces villes-là. Comment ils font? Et en fait, il faut aller à leur rencontre, il faut se déplacer. Et malheureusement, ce jour-là, en fait, tu avais 30 personnes. En plus, c'était ils petits étaient armés, non? de 15 à 20 ans. Ils avaient Ouais, des battes, etc. Ils étaient venus devant la faculté ok. de Pessac. Nous, on arrive dans la fac et tout, on avait le président de la fac qui nous dit voilà, il y a eu des tags toute la semaine avant que vous arriviez. Encore ce matin, on a dû nettoyer un peu et tout. Mais voilà, croix celtique, etc. Retourne chez toi, retourne en Afrique, qu'est-ce que tu viens ici? La France aux Français. On dit ok, on rentre dans l'amphi. Au bout de deux minutes, moi je vois que ça bouge. Ça s'agite un peu. Les SO ils viennent nous voir, ils me soufflent à l'oreille, ils me disent bon, Carlos, c'est tout, on va te le dire. Il y a 30 personnes qui sont devant et toi avec des battes, ils ont essayé de rentrer, on a réussi à les bloquer, mais ils sont encore là. Je leur dis bon, ok. Moi, l'amphi il est plein, on est 400. Ici, je comprends le truc. Je me dis, moi, si j'avertis les gens du meeting qu'il y a des mecs dehors, des petits qui sont aussi étudiants, un ou deux, trois, quatre, il y aura un effet de groupe, on va dire, bah, maintenant on va les affronter. Donc, je me dis, je ne dis rien. Je dis à mon collab, écoute, va voir le SO, tu leur dis de gérer au maximum et d'appeler la police. Et dès que la police va arriver, je préviens les jeunes à l'intérieur de l'amphi. Donc on continue, on fait le meeting, etc. 15 minutes, on me dit la police n'est pas encore là. On me prévient, je dis oh. 20 minutes, 30 minutes. On dit là c'est chaud. Là mes collabs ils appellent le groupe parlementaire pour prévenir de ce qui se passe. Là ils appellent le préfet, etc. Et ensuite là, à ce moment-là, la police arrive. Moi, mon collab il me prévient. Là, dans la salle, je préviens les gens. Je dis voilà, pendant le meeting et tout, il y a eu une tentative d'intrusion d'un groupe d'extrême droite et tout, mais restez tranquille. La police est en train d'arriver, les personnes sont parties. Et on continue le meeting tranquillement. Et on vous dira quand on pourrait sortir. Euh, Moi, aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est que ces personnes-là, elles n'ont même pas été contrôlées. C'est que la police est venue, ils ont juste dispersé, et basta. C'est vrai. Et là, l'enquête est en cours, etc. Mais c'est vrai qu'on voit deux poids, deux mesures. Et on nous C'est dit là même, qu'on voit la justice de classe. Parce qu'au final, tu parlais, tu vois, c'est des jeunes, 15, 20 ans, maximum 25. C'est des fils de bonne famille. mais dis-toi C'est qu'il y des avait fils même de un bonne policier. famille. Si je dis dans l'enquête, il y a même un policier qui était dedans. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Là, si on prend les groupes d'extrême droite dans la région parisienne, il y en a plein, ils sont fils de militaires haut placés, fils de proc, fils de policiers. Ces gens-là, Même ils les font. policiers Ils font eux-mêmes. Les policiers c'est ça, eux-mêmes c'est aussi. ça. Et ces gens-là, ils sont issus de bonnes familles. Et même lorsqu'ils vont en procès, souvent ils ressortent libres. Ils sortent libres. Et Et on ça, peut c'est la dire, justice de classe. C'est la après le justice de match, classe. après le match France-Maroc, à Montpellier, ils avaient fait des ratonnades. Et il y avait le jugement, et apparemment par un vice de procédure, le jugement a Et ça, été c'était pour les annulé. Parisiens. Non, non, c'était pour Montpellier, Ouais. parce que pendant le match France-Maroc, ils avaient fait des ratonnades, mais malheureusement, les policiers qui les ont arrêtés, ils étaient hors secteur. Ouais. Non, non, c'était Paris. C'était Paris. Parce C'est qu'ils avaient Paris? prévu d'attaquer sur les Champs-Élysées. Non, 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 vérifie. On Mon- vérifiera, mais moi Sûr je et dis c'est certain. Paris. sur les ratonnades de Montpellier, il y avait le Ouais. procès qui devait se faire. Et le procès il a été annulé par vice de procédure parce que le policier qui les avait arrêtés, il était hors secteur. Ok. Mais ça, t'imagines, pour les familles qui se sont fait violenter, la violence, t'arrives au procès, on dit annulé pour vice de procédure et basta, tout le monde dit. Vous savez que c'est des racistes. Le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit en France. Ces mecs-là sont rentrés tranquilles. Exactement. Moi, je suis un franco-marocain, je suis venu en fin de zone pour voir un match de foot dans un bar, etc. Je rentre chez moi, je me fais agresser. Par des suprémacistes blancs et on dit rien. Waouh. Mais on voit aussi le traitement qui est différent. Là, il y a eu un vice de procédure, mais le vice de procédure, quelque part, il n'est pas là par hasard non plus. C'est que ces gens, ils sont tellement proches de certaines institutions qu'ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses, de ressortir libres.
et de continuer leur vie telle qu'elle. Alors qu'aujourd'hui, on le voit dans les mouvements sociaux, dans les manifs retraite, dans les manifestations pour Naël, etc. On voit la différence de traitement. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Eddie est sorti du travail. Il s'est fait tabasser par des policiers de là-bas, il avait la tête gonflée. Il y a des gens en manifestation, ils ont été arrêtés dans des NAS. Ils ont pris du sursis, certains ont pris du ferme. Et vraiment, là, on voit la justice de classe, on voit une justice à deux vitesses. Bien Il y a une entendu. justice pour les puissants, une justice pour les racistes, il y a une justice pour les personnes qui sont issues de l'immigration, il y a une justice pour les ouvriers. Et quand tu vois ça, on voit la qu'ils différence. arrivent à convoquer les responsables syndicaux en gendarmerie ou au commissariat pour les auditionner, ça envoie un signal. Exactement. Dernièrement, c'était le syndicat d'énergie CGT, Ménessier, qui a été convoqué par gendarmerie. Là, ils arrivent à le faire. C'est ça, en fait, la justice de classe. C'est à deux vitesses. C'est ça. C'est ça. Mais à ce petit jeu-là, ils mettent le pays à feu et à sang. Parce que les gens, ils s'en rendent compte. Hein. Ils disent rien, ils sont là, ils acceptent. Tu vois. Mais rien que cette Mais un année, jour, ils vont ah, exploser. mais rien que cette année, Voilà. manifestation retraite, mouvement social pour Naël. Là, à la rentrée, il y avait une manifestation contre le racisme, etc. La colère, elle est là. On la voit tous les jours dans les rues. Cette année, de janvier à septembre, octobre, il y a eu des manifestations dans les rues. Et ça, à l'international, ils le voient. Hein. Le pays, il est en ébullition. C'est ça. C'est ça. Il manque un truc. Il manque un truc et ça repart. Quand tu vois même les événements où le président doit faire un discours avant un match de rugby, il se fait siffler. Le pays, vraiment, il est en ébullition. Ouais, Pourtant, j'ai rarement vu un président aussi, les matchs de aussi rugby, détesté, tu vois. voilà, en général, on sait qui va avoir les matchs de rugby. C'est pas les gens des quartiers populaires. Il peut y en avoir aussi dans des villes populaires pour match de rugby. Mais ça envoie un signal. Mais on le voit, on le voit. Macron, il se fait huer à l'Assemblée, enfin, il se fait huer À au Stade de l'Assemblée aussi, France, à l'Assemblée aussi. à l'Assemblée. Ils n'arrivent pas à passer des réformes démocratiquement. Même là, actuellement, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur quoi ils ont passé encore une fois le 49.3. Même, regarde, même le mot réforme. À la base, réforme, c'est pour améliorer quelque chose. Mais toute la réforme, c'est pour détruire. Ouais, mais ils ont un Donc, projet il prend politique. des mots. Tu vois, le mot réforme, c'est pour améliorer. Mais les mecs, ils tuent les gens. C'est Tu ça. vois. La Mais- retraite, tu as 2 ans de plus pour les Français. Encore une fois, je peux te dire, les villes populaires, quand tu as un métier pénible, j'aime, tu es mort à 59 ans, 60 ans. Il y a des gens qui ont enterré leurs parents à 60 ans, les parents de leurs amis à 60 ans, les parents de leurs cousins, leur belle famille, 60 ans. C'est tout. C'est ça. Et en fait, il faut rentrer dans le logiciel et se dire que même, au final, quand dans les territoires, on habite aussi par rapport à la situation géographique, par rapport aux revenus des gens. Ça veut dire que tu peux avoir une ville entière. Tu as des personnes à chaque fois qui décèdent à cet âge-là. Et quand ils ont ce signal où on dit on fait une réforme des retraites, on va vous augmenter de 2 ans, les chauffeurs de bus, c'est nous. Le train, c'est nous qui ouvrons les gares. Les éboueurs, c'est nous. Les femmes de ménage, c'est nous. Ouais. Les C'est nous, on métiers pénibles, c'est produit, nous. c'est nous, on fait tourner le pays et On est les travailleurs les macronistes, essentiels. ils nous crachent dessus. Les travailleurs essentiels, c'est nous. Exact. Quand il y avait le Covid, chez nous, il n'y avait pas de télétravail. Les trains, ils étaient remplis. Qui construit les métros? Qui fait les JO? Le Grand Paris, c'est grâce à nous. C'est les travailleurs et les travailleuses de ce pays. Mais ils ne sont pas respectés. Dénigrés, insultés. Et pendant le Covid, c'était ah bravo, on vous applaudit, etc. Et même les images qui étaient positives pendant le Covid, c'était souvent dans les villes populaires, les gens s'entraidaient. Moi, j'ai pas vu dans le 16e arrondissement les gens qui s'entraidaient. Hein. Ah bah vas-y, viens manger du caviar chez moi, il me reste du vin, etc. Personne. Mais nous, dans les quartiers, on se partageait tout. Des caches, des bananes, tout ce que tu veux, on se partageait tout. Pour finir sur une note un peu plus positive, toi, t'as participé au foot de l'Assemblée, là? Ouais, j'ai participé. Vous avez gagné? On a perdu. Vous avez perdu? D'habitude, apparemment, ils perdent 12-0. Ouais, Et j'ai ramené un peu de un peu de niveau. niveau. Donc on perd 5-3. Il y a qui dans ton équipe? Moi, j'ai joué la deuxième mi-temps. Ok, Donc moi, je suis arrivé un peu en retard. On était 7 députés insoumis inscrits. ok, Au final, on n'était que 4. Parce que Éric Coquerel s'était blessé, il avait mal. ouais, Ruffin n'a pas pu venir, ni Guiraud. ok, Donc au final, il y avait Sébastien Rome, François Pickman et Jean-François Coulombe, ok, député de la Haute-Savoie, et moi. Donc nous, on jouait à deuxième mi-temps. Et il y avait avec nous Carambeu, Sidney Gouvon et Grégory Coupé. ok, Voilà, ça c'était l'équipe des parlementaires. Après, je vais te donner le nom des parlementaires. Et on jouait contre Variété Club. Tu avais Robert Pires, l'influenceur Vargas, le Koudou Boudarbala. Si je ne me trompe pas, ouais, c'était lui. Et Van Buten. T'as qui encore? Plein de joueurs pro qui étaient là, tu vois. ok. Super intéressant. Et le RN, ils ont pas osé revenir?
Si, il y avait un C'était député combien? RN, Un seul? un seul. C'était pas Le comme truc, c'est que l'année dernière, c'était plus nombreux, non? ils étaient plus nombreux. Le truc, c'est que nous, avant le match, la capitaine, c'est une députée socialiste, Marietta, que je salue, tu vois. Elle a sa fille qui joue au foot, elle a joué au Mans. Elle nous a dit, ouais, s'il vous plaît, venez, les gars du RN, ils ne seront pas là. Tu vois, ils ne seront pas là, etc. Revenez. Voilà, parce que c'est déjà, nous, les socialistes, on ne va pas venir s'ils sont là. Ou... Non, elle était quand même venue, Marietta, même quand il y avait le RN, si je ne me trompe pas. Mais elle nous dit, vas-y, venez, parce que ça va être galère. Nous, on dit, bah, vérifie bien qu'il n'y a pas de gars du RN pour qu'on puisse revenir. Elle nous dit, ouais, ils ne seront pas là, c'est bon. Donc, nous, on s'engage à venir. Et au final, il y a un seul député RN. Lui, première mi-temps, il va jouer. Au départ, nous, les Insoumis, on est un peu dans notre coin. T'as vu Fernandez qui fait l'équipe, ils sont arrivés super tôt, les députés LR, Renaissance, super contents. Il y a Carl Olive qui ramène un brassard de chez lui carrément. Il n'est pas capitaine, hein, mais il ramène un brassard de chez lui, c'est un mec super égocentrique, Carl Olive. J'ai joué au moins? Il sait jouer quand même. Ah. Il ramène ce brassard de chez lui, il avait fait une vidéo même où il est parti à Lucarne d'Ivry. Ok. Mais à Lucarne, Carl Olive. Donc il arrive, numéro 10, capitaine, ils sont là entre eux, ils sont tous titulaires, ils se mettent leur truc et tout. Et le député de l'Oise, Sabatou, ouais, et attaquant, il joue, mais il touche pas une bille, tu vois. Et t'as BFM TV et Quotidien, ils sont super contents autour du terrain. Alors, M. Sabatou, vous êtes du RN et vous jouez et tout. Alors, les députés insoumis, vous jouez avec un gars du RN. C'était que ça, au final. À la base, on venait pour la bonne cause. C'était pour le harcèlement, etc. Il y avait le ministre Attal qui est venu et tout, remettre le chèque. Tu vois, t'es là pour. Il y avait même Nasri, parce qu'on avait Nasri contre nous, le père d'Mbappé aussi qui était là, super fort aussi. Et tu vois que les médias ils viennent juste pour dire, ah, alors les filles jouent avec le RN. C'était que ça le truc. Mais le mec du RN, il touche même pas une bille, tu vois. Moi, quand je viens jouer un match de foot, c'est parce que voilà, j'ai envie de faire du sport, je suis un sportif. Le mec, il est venu sur le terrain, il s'est baladé 30 minutes, il est sorti. Deuxième mi-temps, nous, on est rentré. Première mi-temps, il perdait 4-0. Ok. Deuxième mi-temps, nous, on gagne 3-1. Donc au final, ça finit à 5-3. Moi, je marque 2 buts. Je suis content, je suis satisfait, j'ai fait un peu de sport, ça change. Mais les médias, ils étaient là uniquement pour dire le RN a joué avec les filles, tu vois. Et directement dans les médias, c'est pour dire ouais, oui, vous avez vu, les filles ont joué avec eux, etc. Je dis, attends. Et moi, j'ai dit quoi à mes camarades? J'ai dit, ok, si on vient à plusieurs, on les met mal à l'aise. On les met mal à l'aise. Mais c'est les médias qui vont chercher à dire ouais, on a joué avec, ils ont joué avec eux. Et le mec sur le terrain, je ne sais même pas s'il avait un sens qu'il soit là. Je ne sais même pas s'il a touché un ballon. Mais en fait, ces mecs-là, il faut les mettre mal à l'aise. En plus, avant d'inviter des amis. Moi, un jour, je vais ramener des mecs de mon quartier aussi, je veux venir. Je vais ramener des mecs de mon quartier. En étant là dans le vestiaire, ça va les mettre mal à l'aise, ils vont plus venir. Ah, ils vont pas être à l'aise avec la session van qui va suivre. Hein. Il faut inverser le truc et mettre la pression. C'est ça. Mais comme j'ai dit au début, quand on va dans leur terrain, là où ils sont pas à l'aise. Et même à la base, c'est même pas leur terrain. Parce que même quand ils m'ont vu jouer, ils ont dit ah, bah, c'est un vrai joueur de foot. Parce qu'à la base, vraiment, c'est vraiment 12-0. S'ils viennent à chaque fois, l'équipe des parlementaires, ils prennent 12-0 et rentrent chez eux. Et ils rigolent, on s'est fait déchirer. Le fait de marquer un but, ils ont dit waouh, on a marqué un but. Deuxième but, waouh, on marque un deuxième but. Troisième, c'était choqué, ils ont dit waouh. Ouais. C'est clair que c'est pas le RN. Hein. Odou, l'année dernière, c'était quoi? Il s'est claqué pendant l'échauffement, c'est ça? Ouais, mais vraiment, là, l'année dernière, je crois que c'était un. Je crois qu'ils étaient au moins 11. C'était abusé, tu vois. C'était en mode. Ils sont venus massifs sur le truc. On a vu l'information, on a dit vas-y, c'est mort, je vois, tu vois. On vient d'arriver à l'Assemblée nationale, tu vois, match de foot, les mecs, ils sont pleins. Mais après, il faut voir, parce que moi j'ai reçu des messages de potes à moi, ils m'ont dit ouais, fallait pas jouer avec eux, etc. Des militants. Je dis, en fait, tu fais quoi? Tu les laisses en fait? Moi j'aime le foot, c'est mon truc, c'est un sport populaire. Il y a des mecs, des pros que j'ai jamais vus, que je veux voir en vrai pour jouer contre eux. Je leur laisse la place. En plus, j'ai le droit à un invité. Si chaque député ramène un invité à lui de sa ville pour jouer, même pas les mecs vont pas être à l'aise. Ouais. Ils touchent pas une bille en plus. C'est pas leur truc. On va leur laisser le truc? Non. Faut pas. Ouais, c'est même pas leur sport. C'est même pas leur sport. Je suis d'accord, faut pas leur laisser le terrain. Que ce soit le sport, la politique, la rue, les médias, partout où ils sont, il faut les mettre mal à l'aise, comme tu dis. Et juste le fait d'être là, tu les mets en difficulté. Et moi, par ma présence, ça les met pas bien en fait. Ils sont en fait, parce qu'en fait, ils nous disent ah, ils arrivent, ils sont là. Et du coup, en dehors du foot de l'Assemblée, tu pratiques des sports? Bah, le foot de l'Assemblée, c'est sporadique, hein, c'est une Ouais, fois tous les ça. 6 mois, une fois par an. Donc moi, je fais des matchs avec des amis. Ouais. J'avais même essayé de jouer avec la jeune garde, mais on n'a pas réussi, il pleuvait aux amphis. Au foot? On devait se faire Ah, c'est vrai. on devait se faire C'est un vrai qu'on match. devrait se faire un match un jour. Un petit five. Moi, un petit five. je suis grave chaud. Je fais un peu de boxe taille Ok, et j'essaie un peu d'aller au sport à l'Assemblée, tu vois. ok. Avec le salle de sport. Et il n'y a pas que toi qui fais de la boxe taille, je crois. Edouard Philippe, il en fait aussi. Edouard Philippe fait de la boxe anglaise. Ah, il fait de la Je boxe connais anglaise. La dernière fois, j'ai vu dans les médias,
Il a dit s'il y en a un qui doute de ma forme, qu'il vienne, je le prends en sparring. Je vais pas aller le prendre. En fait, je pense que les politiques, ils ont encore l'image où ils sont contre eux. Il n'y a que les cinquantenaires, etc., les républicains et tout. Et franchement, les insoumis, depuis 2022, juin, Il y a quand même des jeunes, hein, c'est on a vrai. changé la facette de l'hémicycle, déjà. Et je pense que quand il dit ça, il ne nous inclut pas, tu vois. Parce que Ouais. sinon, Sinon, il n'oserait pas. il va se faire ratatiner, Exact. l'ami. Ça fait combien de temps que tu fais de boxe taille, toi? Faut qu'il se repose un peu. Depuis 11 ans. 11 ans. Ouais. 11 ans de boxe taille. Mais il y a des phases où Ouais. j'ai moins de temps d'en faire, C'est j'ai vrai. plus d'en faire, tu En vois. même temps, avec l'engagement associatif, politique, etc., Ouais. c'est vrai que c'est très T'as moins prenant. de temps. Et avoir une vraie discipline dans le sport, c'est compliqué, hein. Ça nécessite, franchement, la boxe, ça nécessite une hygiène de vie qui va avec. Hygiène de vie, c'est alimentation, sommeil Ouais, et performance, entraînement, tu vois. exact. Là, tu es vraiment optimal pour faire des compétitions. Moi, j'ai fait de la compète. Maintenant, c'est du loisir, mais c'est comme le vélo, ça se perd pas. T'étais en classe quoi? Classe B, Classe B? ça se perd pas. Et au final, c'est comme le vélo. En fait, la boxe, ça apprend à encaisser les coups. Et Ok. surtout la patience, tu vois. Parce que 2 minutes sur un ring avec un mec qui est super fort, mon ami, ça va être les 2 minutes les plus longues de ta vie. C'est vrai. C'est vrai que Que ça tu peut dis, je ça reste passe, debout, Mais 2 minutes avec ça un peut mec qui passer est fort, lentement. Ça peut passer lentement. non, mais je te dis, 30 c'est- secondes, tu peux avoir l'impression que ça dure 5 minutes. pour moi, 2 minutes sur un ring, c'est limite, c'est une demi-journée avec un mec qui est fort. Tu te dis, mais ça va s'arrêter quand? Et tu vois, les secondes, elles bougent pas. Ça apprend plein de choses. Ouais. Ça apprend plein de choses. Moi, je conseille à tout le monde de faire de la boxe. Ouais. C'est une belle école de vie aussi. Ah, Ça c'est t'apprend la magnifique. discipline, ça t'apprend la Juste la patience. régularité, la Juste la patience. patience, déjà. Même à s'affirmer en tant que personne, à pouvoir tenir tête. Rien qu'apprendre à tenir Bien tête. sûr. Parce que franchement, la boxe, c'est une belle école Et même de dans la vie. dans la vie, quand quelqu'un te provoque dans la rue, quand t'es un sportif, en général, t'arrives à te maintenir. C'est ça. Moi, je me dis, des fois, les gens ils disent, ouais, je me dis, mais regarde-moi, c'est rigolo, tu vois. Moi, le jour où il y avait les jeunes devant le meeting de Bordeaux, j'avais peur pour eux, en fait. Vous êtes 30 avec des bâtons, il suffit qu'il y ait 50 jeunes sur les 400 du meeting, juste ils sortent. Dans les 50, il y en a juste 2 qui sont courageux. Ben, vous, les 30, vous faites ratatiner. Et encore, et même moi, demain, je suis même devant 5 d'entre vous. Ben, vous êtes des gamins, en fait. Un vrai sportif, il n'a même pas envie de taper le mec. Nous, on aime bien se battre sur un ring, etc. Quand c'est lié à une compétition, on n'aime pas se battre dans la rue. Tu vois, un sportif va toujours essayer de séparer, etc. Moi, je suis comme ça, je me dis, en fait, vous êtes ridicule. Tu vois. Le vrai sportif, il n'ira pas chercher des mots à quelqu'un dans la rue. Un vrai sportif, il est grave discipliné. Qu'il fasse du karaté, du judo, tout ce que tu veux, il a une discipline, il s'y tient. Surtout les sports de combat. Ouais, tout à fait. Après, tu vas avoir des gens, des fois, dans le football, tu vois, ils s'inventent des vies. Les footballeurs, parfois, ils se disputent sur un terrain, ils veulent se battre, mais tu vois tout de suite que il pousse un joueur, l'autre, il se roule par terre, etc. Ouais. Mais vraiment, les sports de combat, c'est vraiment des gens qui sont super corrects, intègres et tout. Et c'est super important d'avoir des gens comme ça dans la rue. Ok. En tout cas, merci d'être venu pour cette petite interview. Et je te souhaite un bon retour à Paris. Merci beaucoup. Merci À pour la l'accueil, prochaine, merci hein. pour les questions et à très vite.